Je suis de la Sorbonne Université, donc, que tout le monde appelle Paris 6, et je vous conseille de continuer à l'appeler Paris 6, ça sera plus simple. Voilà, donc c'est un exposé général sur des questions de modèles en équation des partiels qui interviennent dans des neurosciences, donc dans le fonctionnement des neurones, et une bonne partie est une partie générale qui n'a pas forcément de contenu mathématique, mais pour expliquer le contexte dans lequel ça se passe. Donc, les neurones, on parle de vrais neurones biologiques, hein, donc ce sont des cellules électriques. Et les modèles de neurones, d'ailleurs, s'appliquent à d'autres cellules électriques, hein, comme les cellules musculaires. Et le principe, c'est que chaque cellule a un potentiel qui s'appelle le potentiel d'action, ce qui fait qu'elles sont chargées négativement. Et ce potentiel d'action, c'est la différence de potentiel à travers la membrane. Alors, depuis le prix Nobel de Hodgkin et Huxley dans les années 50, le domaine est un peu mathématisé parce qu'on a des équations, comme les équations d'Hodgkin-Huxley, que j'ai écrites ici en gris de telle façon que vous ne pouviez pas les lire et qu'en plus ça vous paraisse vraiment affreux, et qui sont des équations qui décrivent grosso modo le potentiel et des canaux ioniques. Alors, le modèle est tellement compliqué que très vite, il y a eu des simplifications ou d'autres propositions. Alors, Maurice Lécard ou Mitchell Schaefer sont des modèles physiologiques dans le sens où ils sont comparés à l'expérience et ils fonctionnent pour certaines cellules électriques. Le modèle de Fils-Nagumo est encore un modèle encore plus simplifié qu'on peut dériver de modèles de type Maurice Lécard dans certains cas, et où là on a une formule mathématique suffisamment simple pour comprendre ce qui se passe dans un neurone. Alors qu'est-ce qui se passe dans un neurone? Eh bien typiquement, ce qui se passe, c'est que si il se met à fonctionner, par exemple parce qu'on met on force un courant dans le neurone, eh bien on voit que le potentiel, ici vous avez le temps, ici vous avez le potentiel augmente régulièrement, je dirais, fait un spike très raide qui redescend plus bas que le potentiel de repos qui doit être ici. Et donc vous avez un spike, une hyperpolarisation, et ici un retour vers l'équilibre qui peut être soit monotone, soit oscillant suivant le point d'équilibre du système. Ici, donc, ça doit être Hodgkin-Huxley, ça c'est le modèle de Fils-Nagumo dans lequel vous voyez à peu près le même phénomène se passer. Donc, le problème, c'est que ces modèles sont précis, sont calibrés par rapport aux expériences, mais sont compliqués, et en particulier, si on veut faire des petits réseaux de neurones, très vite, on va avoir des millions de neurones. Un petit réseau, c'est tout de suite des centaines de milliers, soit des millions de neurones. Et donc, très vite, il va falloir coupler ces systèmes par millions. Et on comprend mal qu'est-ce que l'analyse nous apportera d'un tel système. Donc il y a des simplifications. Alors la simplification extrême, ce n'est pas celle qui vous intéressait, mais je voulais la signaler, c'est le point de vue de Wilson-Cowan. Il y a plusieurs noms mais autour de ces modèles-là. Moi, j'aime bien revenir à cet article de 1972 qui dit qu'en fait, si on regarde un cerveau complet, il n'est pas nécessaire de connaître le potentiel de chaque neurone pour le fonctionnement. Et il propose simplement de garder comme information, uniquement à chaque position du cerveau, vous allez regarder le nombre de décharges par unité de temps. Donc l'idée, c'est que ce qui est codé dans le cerveau, ce n'est pas du potentiel, ce sont des décharges. Et que ce qui est important, c'est le taux de décharge. Et le modèle de Wilson-Cowan propose uniquement une équation très simple pour expliquer comment les décharges d'une position du neurone va agir sur le reste. Et donc voilà typiquement l'équation de Wilson-Cowan. Il y a un retour à l'équilibre ici. Et ici, vous avez les poids synaptiques, une matrice de connectivité qui vous dit comment une position
d'un point à un autre est connecté, avec quel poids, est-ce qu'il y a une connexion ou pas. Et la sigma ici, c'est une sigmoïde. Donc si le signal est assez fort, eh bien, le modèle est actif, le sigma vaut 1 et l'activité va augmenter. Si n est trop petit, eh bien, le signal est tronqué, il ne produit pas d'information. Et S, c'est une source, donc c'est le fameux courant de tout à l'heure d'entrée. D'accord ? Donc ça, c'est un modèle global qui est utilisé quand on veut essayer de comprendre le fonctionnement global du cerveau. Ce n'est pas un rêve de connaître les données, puisqu'il y a maintenant des moyens d'imager complètement la connectivité du neurone, ou au moins de commencer à le faire avec des moyens détournés. Et donc voilà les choses qu'on construit, ou celles-là. Alors l'inconvénient du modèle de Wilson-Cohen, vous voyez que ce n'est pas un modèle physiologique. On n'a pas remis de la physique, du fonctionnement électrique d'un neurone. Tout ce qu'on a fait, c'est faire une troncature en fonction de l'activité. Donc c'est vraiment un modèle générique, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel réseau. Un réseau social fonctionnerait de la même façon. Et donc il n'a pas de base physiologique. Et par contre, il a des tas de propriétés qui sont déjà assez intéressantes, qui font quand même, il représente bien ce que l'on veut représenter dans un réseau de neurones. Typiquement, en particulier, n égale 0, et s'il n'y a pas de source, n égale 0 est bien sûr une solution, mais il y en a beaucoup d'autres solutions. Et donc c'est pour ça que c'est un endroit où les mathématiques qui sont faites autour de ça, c'est surtout de la théorie de la bifurcation, d'essayer de comprendre les branches de solutions. Il y a des solutions périodiques qui apparaissent. Et donc tout ça, c'est relativement proche de ce qu'on attend d'un vrai cerveau, qui est toujours en activité. Même quand on dort, qu'il n'y a pas d'entrée, etc., il y a une activité du cerveau, et c'est bien représenté par ce type de modèle. Il y a des gens qui ont été beaucoup plus loin et qui proposent de prendre des images, comme on connaît comment la rétine transforme des photons en des activités de type spike, eh bien, on peut, à partir d'une image, avoir une fonctionnelle non linéaire qui donne les spikes. Et connaissant les solutions, on peut retourner en arrière et retrouver des images, en particulier ces images qui sont connues, qui sont des images d'hallucination, hein, sous l'effet de drogue. Voilà, donc ces modèles ont un certain... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Ou tu reconnais les images, c'est ça? Donc ce modèle a des propriétés qualitatives qui sont correctes. Il n'a pas de base physiologique. Donc, un certain nombre de physiciens se sont intéressés à écrire vraiment des modèles champ moyen à partir de neurones individuels pour essayer de trouver des vraies équations qui ont un sens physiologique. Alors, le plus classique, c'est le modèle qui s'appelle Integrated Fire, c'est Integrity en français, que je vais essayer d'expliquer pourquoi il est intéressant mathématiquement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres modèles que j'essaierai d'expliquer, enfin, au moins suivant le temps qu'on a de mentionner. Donc le principe des modèles intègre et tire, qui est donc c'est une simplification du modèle de Boris Lécart, Rutschin Huxley, etc., mais d'une modification qui n'est pas totalement fausse. Alors, le principe, c'est que vous avez une dynamique lente. Alors, la dynamique lente, ici, j'ai simplifié au maximum, je l'ai pris comme un retour vers le potentiel zéro. Donc ça, c'est la dynamique lente. On pourrait mettre quelque chose de plus compliqué. Les physiciens mettent des choses beaucoup plus compliquées. Vous avez un courant d'entrée. Donc il faut toujours une entrée dans ces choses-là, c'est le I de t. Et il y a un bruit qui est lié à toute l'activité électrique autour des synapses, crée des entrées qu'on ne contrôle pas et qui sont ici. Donc on résout cette équation différentielle stochastique tant que le potentiel est plus petit qu'un potentiel de décharge, V firing. Et quand on atteint ce potentiel, le principe, c'est de remettre
de créer une discontinuité et de remettre le potentiel V à un potentiel de retour, de reset, qui est plus bas que VF. Donc, dans un certain sens, on fait une simplification drastique du modèle des modèles physiologiques. Et c'est une vieille idée, en fait, qui remonte à Louis Lapicque au début du siècle précédent. Donc, voilà ce qui se passe sur une simulation. Donc vous avez un courant, alors je ne sais plus ce que j'ai pris comme, retour à comme dynamique lente et comme bruit et comme retour à l'équilibre, mais peu importe. Vous avez une dynamique lente, un peu bruitée ici parce qu'il y a un mouvement brownien. Quand vous arrivez au potentiel de repos qui doit être 1, de décharge qui apparaît 1, eh bien vous remettez au potentiel plus bas et puis après vous remontez, etc. Donc vous avez les mêmes comportements qu'un modèle réaliste. Vous avez une dynamique lente, un spike, une hyperpolarisation, etc. Alors la seule chose, c'est que le spike ici est artificiel, il n'existe pas. Quand vous avez atteint 1, vous retournez en arrière. Dans le modèle, là, quand on atteint le potentiel V-firing, on retourne en arrière. Donc simplement, quand il y a une discontinuité, on sait qu'il y a eu un spike, le modèle ne calcule pas le spike. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer la dynamique rapide, elle est ignorée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ici un spike. Donc si on croit que la seule chose importante, c'est la répartition des spikes, ça suffit bien. Donc j'ai mis ici un certain nombre de gens, très très limités, il y en a beaucoup plus, qui travaillent autour de ces questions, enfin, qui utilisent ces modèles-là pour vraiment expliquer des comportements du cerveau, hein, ou de parties du cerveau, plus exactement. Alors, quand on utilise des vraies dynamiques un peu plus intelligentes que moins V, eh bien, on peut faire des comparaisons à l'expérience. Ça, c'est pris d'un article de Cyril Rossan. Vous avez en noir la mesure et en bleu ce que donnent différentes versions du modèle Integrate and Fire avec ces données d'entrée. Et donc, les physiciens sont assez convaincus que si on fit bien les données, c'est-à-dire en fait simplement la dynamique lente, eh bien, ce sont des modèles réalistes qui permettent d'expliquer le fonctionnement du neurone sans repasser par toute la dynamique de Hutchin-Huxley. Ce que je voudrais simplement signaler ici, c'est qu'Atley, au moins formellement, je ne dis pas que je sais faire un théorème comme ça, mais le modèle Integrate and Fire peut être vu comme une approximation avec des petits paramètres du modèle de Fix-Nagumo, qui lui-même est une dérivée des modèles de type Maurice-Lécart. Donc il y a une chaîne d'approximation qui fait qu'en fait, on pourrait même faire des théorèmes limites, comme quoi ceci est vrai, avec quelques objections techniques. Alors maintenant, si on veut passer à un réseau, eh bien, la question, c'est plus regarder un neurone, mais une assemblée de neurones. Donc, s'ils ne sont pas connectés, hein, si on met qu'un neurone, des neurones indépendants, eh bien, on écrit simplement l'équation de Kolmogorov du processus associé à Integrate and Fire. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'équation de Fokker-Planck qui est ici. Donc, vous avez la dynamique du neurone, donc un retour à l'équilibre toujours et un courant. Vous avez le bruit. Et simplement, la différence par rapport aux équations de Fokker-Planck habituelles, c'est qu'il faut dire à un moment que les neurones sont remis au potentiel de reset quand ils arrivent au potentiel de décharge, VF. Donc ça crée une masse de Dirac à droite, qui est le nombre de neurones qui ont des décharges, qui se retrouvent au potentiel V-firing, et au potentiel de reset. Vous n'avez aucun neurone au potentiel VF, puisque dès qu'il arrive au potentiel VF, on le retire pour le mettre à VR. Donc la condition limite est de Dirichlet. Et le modèle est posé sur la demi-droite, V plus petit que V-firing. Donc c'est une équation relativement simple et classique. La seule difficulté, c'est que la masse de Dirac, à la rigueur, ce n'est pas trop grave. Vous avez ici une quantité n de t que vous connaissez que par la condition limite au point VF. Donc là, le flux de neurones qui décharge, c'est bien la condition de Neumann qui vous le donne. Et cette quantité n de t, eh bien, elle vient ici. C'est-à-dire la non-linéarité est gérée par une condition limite de Neumann pour un problème avec Dirichlet. Donc voilà la difficulté qui fait que ce modèle est intéressant.
mathématiquement. Alors, si vous intégrez l'équation en V, comme il y a Dirichlet ici, ce terme-là disparaît. Ici, vous trouvez le terme de Neumann, A dn dv, qui est n de t. Quand on intègre ça, c'est n de t. Donc, on voit bien qu'il y a compensation et que c'est bien une mesure de probabilité. Donc, n de t, vous pouvez le voir aussi comme le multiplicateur de Lagrange, qui fait que l'intégrale est toujours une mesure de probabilité. Donc, encore une fois, on se place uniquement sur la demi-droite v plus petit que vf. Donc, voilà le modèle écrit, le modèle linéaire, qui est l'équation de Kolmogorov du processus. Alors, cette équation de Kolmogorov est relativement simple à étudier avec les outils qu'on connaît de nos jours. Donc, il y a toujours des solutions de... Donc, ici, j'ai pris y égale 0. D'ailleurs, je ne sais pas, le i pourrait être une donnée constante. Donc, le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il relaxe vers un état d'équilibre unique, qui est donc l'état stationnaire de masse 1. Et non seulement il relaxe, mais il relaxe exponentiellement. C'est-à-dire, vous laissez des neurones comme ça, tous indépendants, eh bien, ils vont se mettre à se spiker comme il faut, et ils auront à la fin un état de répartition du potentiel, qui est la mesure stationnaire de cet objet-là. La seule chose intéressante, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a convergence exponentielle? Pour le faire, ce sont des outils classiques d'entropie relative. Donc voilà l'entropie relative classique avec une fonction convexe h. La dissipation d'entropie est due à deux choses, au terme de bruit et au terme de saut entre VR et VF. Donc ce sont deux processus dissipatifs qui créent chacun une dissipation. Et il y a une inégalité de Hardy ou Poincaré, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui fait qu'on contrôle l'entropie par la dissipation d'entropie pour ce modèle-là, au sens des inégalités dans tout l'espace, hein, puisque on est sur une demi-ligne, donc ce sont des inégalités du groupe de Toulouse, qui sont derrière. D'ailleurs, ce résultat spécifique n'est pas connu dans la littérature. Néanmoins, les récents papiers, enfin récents, maintenant ils ont quand même plus de 10 ans, s'adaptent à cette situation-là. Mais les outils pour faire ça, c'est un article de 2006 de ce groupe-là. Donc ce n'est pas si vieux que ça, quand même, ces questions. Alors, donc là, c'était le cas simple de neurones déconnectés. Si on veut faire un vrai réseau, eh bien, la procédure est simple. On rajoute des termes en rouge, c'est-à-dire que, donc essentiellement, on rajoute un drift ici. C'est-à-dire qu'on dit que le courant, donc le terme ici, c'était le courant. On dit que le courant est créé par les neurones qui sont en train de décharger. À chaque fois qu'un neurone décharge, il envoie un petit chouïa de courant, et ce courant crée un drift proportionnel à l'activité du neurone. Alors le bruit va être certainement proportionnel au n de t, souvent on le prendra à constant. Et puis, on voit ici qu'il faut quand même faire attention, parce que si on veut trouver n de t, ici il y a un point fixe non linéaire, donc si a n'est pas constant, ce n'est pas complètement évident qu'on peut y arriver. Voilà, donc voilà ce qu'on trouve dans la littérature physique que j'ai signalé tout à l'heure, enfin les auteurs que j'ai cités tout à l'heure. C'est le modèle assez accepté. Le bruit est proportionnel à l'activité. B ici, c'est un paramètre de connectivité. Si B est positif, on parle de neurone excitateur. On va aller plus vite vers la décharge puisque le drift augmente le potentiel. Si B est négatif, c'est un potentiel inhibiteur. L'activité va empêcher le réseau de faire des décharges. Alors d'où vient ce modèle? Eh bien, si on retourne à des réseaux de n neurones n finis, eh bien, toute une littérature de l'école probabiliste, hein, essentiellement, qui a commencé pas mal avec les travaux à Sofia, et qui vous dit que si vous mettez comme ça des réseaux de neurones, n neurones de type integrated fire couplés, qu'à chaque fois que vous avez une décharge, donc à chaque temps TJK où le neurone J a la km décharge, eh bien, il envoie un petit courant, donc sous forme d'une petite masse de Dirac, avec un poids qu'il faut pour normaliser cela. Eh bien, si vous regardez ce modèle-là, donc qui est maintenant un modèle parfaitement défini, enfin, encore faut-il le démontrer,
que de neurones. Eh bien, si vous faites cela, cette littérature montre que quand n tend vers l'infini, on retrouve bien, dans certaines circonstances, le modèle précédent. Donc c'est ça la logique. C'est que celui-là, c'est le modèle où on a couplé les neurones et on est passé à la limite champ moyen. Si tout est indépendant à la limite, eh bien on retrouve ça. Donc il y a une question toujours de propagation de chaos dans cette affaire qui est sous-jacente. Alors qu'est-ce qu'on sait maintenant sur le modèle de Integrate and Fire? Donc qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, si A est constant, si on se donne une donnée initiale de mesure de probabilité, on sait qu'il y a des solutions dans deux cas. D'abord, si B n'est pas trop grand, dépendant de la donnée initiale. En particulier, B négatif, c'est bien plus petit que grand B, puisque B est positif ici. Donc là, il y a toujours existence. Si B est négatif, pour les réseaux inhibiteurs, c'est un peu plus facile. On sait montrer que les solutions sont globalement bornées. Il n'y a pas de phénomène d'explosion qui peuvent se produire. Et on sait que si B est petit, donc si on est proche du problème linéaire, puisque le B c'est la non-linéarité, si A est constant, eh bien si B est petit, il y a convergence vers l'état stationnaire unique avec un taux exponentiel, tout simplement parce que quand on a une inégalité de points carrés, eh bien, il y a de la marge pour mettre de la non-linéarité. Personne n'est surpris de cela. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est montrer que si B est inhibiteur, par exemple, eh bien, il y a convergence uniforme, il y a convergence vers l'état stationnaire. Pourtant, un réseau inhibiteur, naturellement, on a l'impression qu'il va effectivement se relaxer vers l'unique état stationnaire, que ça devrait marcher. On n'a pas de démonstration directe de ça. Il y a des indications dans des cas particuliers, à travers des réductions, dans des cas un problème de Stéphane, qui montre que c'est vrai dans certains cas, mais on pense que ça doit être vrai génériquement pour ce modèle-là. Oui, la preuve qu'on fait avec... Donc la difficulté, toujours la difficulté dans ces trucs-là, c'est qu'on n'a aucun contrôle de la condition limite. On ne sait jamais contrôler, de donner une information précise sur n de t. Le n de t, il est non négatif parce que n est positif et s'annule en VF, mais on n'a aucune information quantitative sur n de t qui permettrait de commencer un processus d'existence par un point fixe ou autre. Et l'autre difficulté, c'est qu'on n'a pas de principe de comparaison, puisque la non-linéarité est dans le drift. Donc quand on a deux solutions différentes, les drifts sont différents, on ne peut pas comparer deux solutions. Donc on n'a pas non plus de principe de type principe du maximum ou principe de comparaison qui permettrait d'avancer. Donc ce qu'on a inventé, c'est des objets qui sont des espèces de sursolutions universelles, qui sont très grandes, qui ne sont pas des mesures de probabilité, et qui ont des formes un peu particulières comme ça, et qui ont l'avantage qu'elles, on peut les comparer à n'importe quelle solution. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui croît exponentiellement en temps, mais qu'on peut mettre au-dessus. Si on le met au-dessus de la donnée initiale, ça reste toujours au-dessus, parce que là, on a le droit à cause des pentes qui sont 0 et négatives ici, on a le droit à des comportements, à des comparaisons. Donc une fois qu'on a ça, on a des espèces de bornes locales. Comme on a un effet régularisant de L1 dans L', eh bien, on y arrive. Donc voilà un peu l'idée. Voilà ce que vous observez numériquement si vous faites des simulations. Donc ça ressemble à une gaussienne. La solution ressemble à une gaussienne, hormis qu'au potentiel de reset, il y a la masse de Dirac qui crée un coin ici, mais bon, ça, ce n'est pas extrêmement grave. Vous avez ici la dérivée normale qui vous donne la non-linéarité. Et ça ressemble grosso modo à une brave fonction. Et quelle que soit la donnée initiale que vous mettez dans ces modèles-là, quels que soient les paramètres, quand c'est inhibiteur, vous trouvez toujours ça. Donc on est convaincu que le modèle inhibiteur converge vers un état stationnaire, mais on ne sait pas le démontrer. On ne sait pas le démontrer parce qu'il n'y a pas de notion d'entropie dans ces trucs-là. Ce sont des systèmes actifs, donc les notions d'entropie, ou du moins, je ne les connais pas. Donc le théorème d'existence, vous disiez, il y a existence dans des cas particuliers, un B petit. Donc ce qu'on avait trouvé tout au début,
avec Maria Cáceres et José Carrillo, c'est que dans le cas excitateur, effectivement, il n'y a pas toujours de solution, il y a explosion. Donc les solutions peuvent exploser en temps fini, et elles explosent en temps fini dans deux circonstances. Si vous me donnez un B et que la condition initiale est suffisamment concentrée près du potentiel de décharge, eh bien, les solutions vont exploser en temps fini. Si la donnée initiale est donnée et que je prends B grand, ça explose aussi en temps fini. C'est-à-dire que dans les cas, disons, opposés au théorème d'existence, le théorème d'existence couvre exactement le contraire de ces deux cas-là, avec une marge au milieu où on ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, donc grosso modo, quand B est grand, eh bien, il n'y a pas de solution. Alors ce qui est plus surprenant dans cette affaire ici, c'est qu'on utilise le fait que le A0 est strictement positif, et plus vous augmentez A, plus vite l'explosion aura lieu. Donc la diffusion, c'est un de ces exemples qu'on en connaît maintenant beaucoup, mais c'est un de ces exemples paradoxaux, non intuitifs, où la diffusion va générer le blow-up, ou va être à l'origine du blow-up. Et en particulier, les valeurs de B peut être très petit. Si la donnée initiale est très mauvaise, B peut être très petit. Voilà. Alors au début, quand on a vu ça, on était très contents. On est allé voir les physiciens qui sont pas loin, ils sont à l'école normale, leur dire, vous voyez, on a trouvé des choses que vous ne connaissiez pas, votre modèle que vous utilisez depuis 20 ans, en fait, il n'y a pas toujours de solution. En fait, ils nous ont tout de suite dit, calmez-vous. En fait, simplement, ce que vous retrouvez ici, ce n'est pas vraiment un blow-up, c'est simplement ce que doit faire un réseau comme ça, c'est-à-dire créer de l'activité. Et ce que vous interprétez comme un blow-up, ce n'est rien d'autre que la synchronisation du réseau. Et donc, ça entre dans la catégorie d'un certain nombre de modèles, en particulier le modèle de Kuramoto est connu pour faire ça, pour synchroniser. Il ne peut pas avoir de blow-up, mais ce qu'on trouve ici, c'est l'équivalent de la synchronisation du réseau. Alors, d'autres physiciens nous ont dit... oui, alors ça, je vais le passer. Je vais vous montrer ce qui se passe, d'ailleurs. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, vous avez une belle gaussienne, toujours. Vous avez le kink ici à cause de la masse de Dirac. Vous avez la création de la dérivée ici. Mais alors, le système, contrairement au cas inhibiteur, là, rien ne veut l'arrêter. Donc la pente ici, qui vous donne le nombre de la décharge, donc le taux de décharge, continue à augmenter, jusqu'à ce que l'ordinateur n'aime pas et vous envoie un message désagréable pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit ici, au point où... Donc, c'est des méthodes faibles, on n'impose pas la condition en dur. On voit que le schéma numérique n'arrive plus à suivre la condition limite P égale 0, et qu'effectivement, tout d'un coup, il y a un nombre de neurones, il y a une condition limite qui est perdue, c'est qu'une partie des neurones arrivent tous au même moment pour décharger. Et donc, le modèle n'a plus réellement de sens, il faudrait lui donner un sens un peu différent. Alors, un certain nombre de physiciens nous ont dit aussi le modèle manque quand même un peu de réalisme parce que les neurones ont des périodes réfractaires. On ne peut pas les faire décharger autant qu'on veut. Il faudrait faire ça. Alors, on trouve dans les papiers, en particulier ceux de Nicolas Brunel, des modèles avec phase réfractaire qui s'écrivent à peu près de la même façon. On a écrit simplement une étape de plus, donc un certain nombre de neurones qui sont dans leur phase réfractaire. Donc quand on a eu un spike, on vient dans la zone réfractaire ici, on y reste un certain temps tôt, et une fois qu'on a passé ce temps tôt, on retourne à la phase active qui est ici. Donc on rajoute un compartiment comme ça, et le modèle n'a pas beaucoup changé. Alors de façon surprenante, ça ne change rien. C'est-à-dire le théorème d'explosion vous dit toujours que ça explose. Et alors ça nous a permis d'essayer de comprendre mieux la démonstration. Et la démonstration qu'on avait, qui faisait 5 pages au début, maintenant elle tient en 3 lignes, avec un argument extrêmement simple, qui est un argument de poids. Vous prenez un poids phi qui est ici, qui est un exponentiel. Comme je vous ai dit que le V peut être négatif, mais ne peut pas être plus grand que VF, ce poids est parfaitement borné. Vous regardez le moment associé à ce poids mu, avec un mu assez grand, il y a ici des conditions.
et vous regardez le poids mu. Alors le principe, c'est que tout ce qui arrive à droite, vous l'organisez en deux termes. Un terme qui est proportionnel à n de t qu'on ne contrôle pas, et un terme qui est proportionnel à m mu de t qu'on est en train de contrôler. Si jamais vous réussissez à rendre le terme n de t positif, ce qui est possible si le m mu est par exemple assez grand initialement, ou si b est grand, ou si mu est assez grand, bien ça va être positif. Si là, vous rendez ça positif, qui est un choix de mu, hein, c'est le choix de mu qui est ici, vous le rendez positif, à ce moment-là, tout est positif, le m mu augmente, ce terme-là reste toujours positif, et celui-là vous donne une croissance exponentielle. Et donc vous avez une contradiction, puisque vous avez une quantité qui est bornée, puisque n est une mesure de probabilité, phi est bornée, vous avez une quantité bornée qui augmente exponentiellement, ce qui prouve qu'il y a quelque chose de bizarre qui se produit, qui ne vous dit pas ce qui se passe au blow-up, hein, bien sûr, mais qui vous montre que vous n'avez pas le droit de faire ce calcul-là. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, essentiellement, on n'a pas le droit de... C'est que le n de t n'est plus une fonction. Le n de t doit exploser comme enfin, il n'est pas dans L1 au moment de l'explosion. Donc voilà. Alors néanmoins, donc, il y a une autre façon de régulariser. Donc une façon de régulariser, c'est de mettre des périodes réfractaires. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais une autre façon, c'est de dire que le potentiel VF n'existe pas réellement et que les neurones peuvent décharger à peu près autour du potentiel VF. Et donc mettre un peu d'aléa sur le potentiel VF. Donc un terme d'absorption ici très fort quand on est au-delà du potentiel VF. Donc ça, c'est une façon de régulariser le modèle. Maintenant, le modèle qui est ici, il a des solutions globales parfaitement définies. On a toutes les bornes qu'on veut. On peut démontrer l'existence assez facilement. Et voilà ce que vous observez maintenant quand vous faites des simulations. Eh bien, vous avez votre gaussienne. Alors ici, maintenant, ça va aussi loin qu'on veut. Hein. Il n'y a plus de conditions limites. Vous devez avoir le kink qui va se créer quelque part ici. Et voilà, il est créé là, le kink. Ça continue. Ça a tendance à créer toujours une pente plus forte, hein, sauf que maintenant, la solution est régulière partout. Et ça a tendance à vouloir exploser. Mais la solution ne peut pas exploser, donc elle se décharge. Il y a une décharge subite de toute une partie du réseau qui relance la machine. Et ça recrée les mêmes structures avec une pente très forte. Et ça se réfondre une deuxième fois, ça repart, et ainsi de suite. Donc la solution, en fait, est périodique, hein, c'est ce qu'on observe numériquement. La solution est périodique. Vous voyez ici la zone active et ici en rouge la zone réfractaire. Et vous avez donc ces spikes qui se créent périodiquement, comme ça, hein, et qui sont assez proches de ce qu'on observe dans des mesures expérimentales. On n'a aucune explication aussi, hein, c'est une des questions ouvertes, d'où viennent ces solutions périodiques. Même une théorie de la bifurcation, je pense que personne n'a eu le courage de la faire au voisinage de B égale 0 pour voir comment ces solutions périodiques apparaissent. En particulier, on n'a pas envie de le faire parce qu'il y a une masse de Dirac à droite, on a des singularités, donc faire de l'analyse de bifurcation, ce n'est pas forcément très agréable. Voilà, donc ça c'était pour dire simplement que ce modèle-là n'est pas complètement déconnecté du reste du monde intéressant des équations en biologie. Il y a un modèle de type Keller-Segel qui a été utilisé par Vincent Calvez et Raphaël Voiturier, qui est un peu de la même chose, peut-être Nicolas Meunier d'ailleurs aussi a travaillé sur ce modèle après. Et donc c'est un modèle à peu près de type Keller-Segel, c'est-à-dire le drift est géré par une condition limite, et il y a aussi, il montre aussi qu'il y a explosion. Temps fini. Donc voilà, donc ça c'était un peu ce qu'on connaît sur ces modèles Integrate and Fire. Donc il y a toute une josologie de modèles. On peut mettre des zones réfractaires, on peut mettre coupler des modèles inhibiteurs, excitateurs. Il y a toute une littérature autour de ça, mathématique et physique, qui tourne autour de cette question. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de synchronisation et comment est-ce qu'on peut le comprendre et comment est-ce qu'on peut dériver ces modèles-là à partir de modèles microscopiques. Ce ne sont pas les seuls modèles qui apparaissent en biologie autour des
autour des neurosciences. Donc il y a une extension en particulier qui est due à l'école du Courant Institute, David Xay, Michael Shelley, McLaughlin, et qui était la suivante. Dans le vrai modèle de Hodgkin-Huxley ou de Maurice Lécart, il y a toujours deux variables. Il y a le potentiel et les canaux ioniques. Et dans certains cas, les canaux ioniques sont lents par rapport au potentiel, donc il est important de garder la dynamique des canaux ioniques. Et donc c'est ce qu'ont fait, ce qu'ont proposé donc, ce groupe de personnes. Et à ce moment-là, ils reprennent un modèle qui est plus proche de la réalité, dans le sens où vous avez un potentiel V et une conductance, hein, le G, c'est la notation qui est utilisée là-dedans, et qui ressemble un petit peu. Donc, qu'est-ce que font ces gens-là? Eh bien, donc, ils disent qu'ici, il y a un potentiel. Donc, ils reprennent le formalisme de Maurice Lécart, essentiellement. Vous avez la dynamique de retour vers l'équilibre. Vous avez ici un potentiel excitateur qui est contrôlé par la variable G. Et la variable G, elle, tend d'aller vers un équilibre qui est lié à l'activité du réseau. Donc, le G ouvre ou ferme le potentiel excitateur suivant l'activité du réseau. Et vous avez le bruit qui est ici sur les canaux ioniques. Donc dans ce modèle-là, vous avez... ah oui, donc ça, il faut le voir un peu comme un modèle cinétique par rapport à un modèle macroscopique. Hein, d'accord ? Le modèle V de Integrated Fire peut être vu comme un modèle macroscopique où il n'y a qu'une seule variable, mais qui vient d'un point de vue microscopique dans lequel vous auriez cette ouverture de canaux ioniques. Et le potentiel que j'écris moins V serait le résultat de cet objet-là. Donc ici, c'est la même chose. Hein, vous calculez le nombre de neurones qui, à l'instant V, qui arrive à VF. Hein, cette dynamique-là, avec VE assez grand, va vous mener à un certain VF. Une fois que vous êtes à VF, vous le mettez en condition limite. Hein. Le principe que quand il y a un firing, vous faites un reset, c'est quand vous sortez ici du potentiel VF, vous retournez à un potentiel qui est la condition d'entrée ici pour le potentiel minimum. Donc ici, on le met sur un intervalle borné en V, et c'est les conditions limites qui remplacent la masse de Dirac. Donc c'est un problème qui est sous-elliptique, bien puisqu'il y a la diffusion qui est ici, mais par contre, quand on regarde les crochets, il y a des miracles qui se produisent, et tout ce qu'on est arrivé à faire avec Delphine Salor, c'est montrer que les états stationnaires sont dans L8 septième. C'est pas glorieux, mais c'est mieux que 1. Et bon, il y a peut-être mieux à faire ici aussi. Et on sait dire que les solutions du problème d'évolution existent globalement. Il n'y a plus de blow-up. Hein. C'est un phénomène un peu bizarre, mais ce n'est pas le seul endroit où il y a des phénomènes comme ça où se produit. Quand on retourne à une échelle plus fine, cinétique, il n'y a plus de blow-up. Hein. C'est la même chose dans le modèle de Keller-Segel pour l'agrégation des cellules. En temps fini, le modèle prédit l'agrégation ponctuelle des cellules, la création de masse de Dirac. Si vous regardez le modèle cinétique associé, il a des solutions globales. Donc c'est la même chose ici. Les solutions n'explosent pas en temps fini. Hein. Elles explosent certainement en temps infini, puisque c'est assez proche de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est une première extension. Une deuxième extension, en fait, qui est en fait les premiers travaux qu'on avait commencé à faire avec Kasher-Pak Daman quand Delphine était à Paris 7 dans l'équipe à l'Institut Jacques Monod. C'était plutôt des modèles assez différents qui sont basés sur un principe très différent d'Integrated Fire. C'est toujours le principe que l'on veut être un peu plus précis sur le fonctionnement du neurone que ce qu'on fait dans Wilson-Cowan, mais on ne veut pas mettre toute la complexité du système. Dans ce cas-là, la complexité du système, c'est le potentiel. On se dit on ne veut pas regarder le potentiel des neurones. Donc on ne regarde que les spikes et la variable S, c'est le temps passé après un spike. Donc vous avez une décharge. S, c'est le temps qu'il y a après la décharge, et T, c'est le temps chronologique, hein, c'est le temps de votre montre. D'accord ? Donc dans ces modèles-là, eh bien, vous dites que les neurones, le temps des spikes, il avance comme le temps chronologique, donc vous avez une équation de transport toute bête, et vous avez ici un taux d'absorption qui est la décharge des neurones.
Donc comment est-ce que les neurones se déchargent-ils? Eh bien simplement, ils se déchargent avec un taux S. La fonction R, ce sera typiquement quelque chose qui ressemblera à quelque chose qui sera... Donc si je mets ici S, ce sera quelque chose qui va être assez petit jusqu'à un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, qui est la période, qui est la zone réfractaire, en fait, essentiellement, et puis au bout d'une certaine valeur sigma qui va dépendre de l'activité, eh bien, ça va augmenter brutalement, et là, vous aurez une décharge. Donc la zone réfractaire est incluse dans le fait qu'il y a très peu de chances de se décharger quand S est petit, et une très forte chance quand S est plus grand, et le sigma gère le seuil. Donc on peut voir ça comme plus l'activité est grande, bien sûr, plus le seuil va être petit, plus on va décharger tôt. Voilà, donc ça c'est le taux de décharge, et donc la condition limite qu'il faut mettre, c'est qu'à l'instant 0, eh bien, ce sont tous les neurones qui ont déchargé. Donc tous les neurones qui ont déchargé, ce sont ceux-là, quel que soit le S, à quel moment ils ont déchargé, peu importe. Une fois qu'ils ont déchargé, eh bien, on les remet à S égale 0. Puisqu'ils ont déchargé, on repart à S égale 0. D'accord ? Donc vous avez une équation de renouvellement, qui est ici. Et vous avez une activité n de t qui est définie comme ça. D'accord ? Alors je voudrais vous signaler que le n de t que je définis comme ça, le n de t qu'on avait défini au moins dans ces modèles-là, et le n de t qu'on a vu au tout début dans Wilson-Cohen, il faut le considérer que c'est la même chose. C'est le même objet, c'est toujours le nombre de décharges par unité de temps. Donc c'est le même objet, ce n'est pas pour rien que c'est la même notation. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on sait faire sur ce modèle-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, si B est petit, et ce qui est surprenant, donc B c'est toujours la connectivité. Si la connectivité, donc comment la décharge influence le réseau, est petit, mais aussi dans le cas où c'est très grand, alors il y a des synchronisations totales. C'est-à-dire que le réseau va vers un équilibre, PB de S. Donc l'unique état stationnaire du système. Entre deux, il se passe des choses bizarres. Donc si la connectivité est trop moyenne, j'allais dire, eh bien, ça se passe mal. Et en particulier, il y a des solutions périodiques que je vais vous montrer. Ces solutions périodiques qui apparaissent, elles sont stables, on les observe, et je pense que les travaux les plus récents et les plus pointus sur ces questions, ce sont les travaux récents de Stéphane Michler et de ses co-auteurs ces dernières années. Donc c'est là qu'on trouve les constantes les plus précises sur ce phénomène-là. Donc voici ici des solutions périodiques. Donc ce que vous voyez ici à droite, à gauche et ici au milieu, ce sont deux solutions périodiques pour la même équation avec les mêmes coefficients. C'est-à-dire donc la même équation à plusieurs. Donc vous avez des solutions périodiques ne sont pas uniques. Elles sont multiples. Il y en a deux ici qu'on peut calculer. Alors il y a des cas où on peut calculer ça explicitement. Donc c'est un exemple où on sait qu'elles existent analytiquement. On a des formules analytiques pour les construire. En particulier, il y a des solutions bizarres comme ça, périodiques avec deux spikes, qu'on peut construire effectivement. Et qu'on peut calculer numériquement. Et d'ailleurs, donc la superposition bleu et noir, c'est la solution analytique et la solution numérique. Donc voilà ce qui se passe pour l'équation. Donc dans le temps, on appelait cette équation dtn plus ds sur dn. Il y en a qui l'appelaient l'équation suédoise, je pense. C'était l'équation la plus simple qui était prise comme exemple pour faire des schémas numériques. Et en fait, cette équation peut avoir des solutions extrêmement compliquées que vous voyez ici. Donc voilà la solution de cette équation de transport. C'est une équation de transport du premier ordre la plus belle possible, la plus simple à comprendre. Et voilà ce qui se passe sur les solutions. Donc elle a déjà une complexité énorme. Et ça se comprend parce que c'est une espèce de retard qu'on met dans le système. Donc c'est comme si c'était un système à retard. Donc au bout d'un certain temps, cet objet-là se met à être périodique. C'est ce que vous voyez ici. Alors en 5 ou 10 minutes, l'étape suivante... Une fois qu'on a tous ces modèles, l'étape suivante, ce serait de retourner un peu vers Wilson-Cohen
Et dans Wilson-Cohen, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de connecter des réseaux comme ça. Donc chaque réseau ici, donc chaque B ou chaque W, ça a changé de notation, excusez-moi, chaque réseau, donc maintenant on voit ce B comme une espèce de caractérisation du réseau, et un grand réseau de neurones, ce sont des réseaux inhomogènes qui communiquent entre eux. D'accord ? Et donc les questions qui se posent, c'est comment un réseau se construit, quelle est la connectivité que vous avez dans votre cerveau, pourquoi est-ce qu'elle est connectée comme ça, comment elle s'est faite, et qu'est-ce que fait le réseau, comment il traduit un signal d'entrée en un signal de sortie. Donc ce sont des questions que nous avait posées Gilles Van Riebe, qui était à l'école normale au DI, et avec qui on avait commencé à regarder ce genre de questions. Donc, grosso modo, pour expliquer simplement ce qui se passe, vous avez trois quantités. Vous avez, donc W1, c'est le B, c'est la connectivité. Donc chaque réseau, ici, vous voyez que vous avez un réseau de réseaux. Chaque réseau est capable de gérer l'information d'une certaine façon, selon un de ces modèles. Donc ici, on a pris le modèle Integrated Fire. Chaque réseau voit l'entrée de façon différente, il traite l'information de façon différente. Donc vous avez une courant d'entrée qui est vue différemment par tous les réseaux W. Ces réseaux ont une sortie qui est N de W, donc l'activité, c'est ce qui est vraiment dans votre cerveau, c'est vraiment le N de l'activité, c'est ça qu'on peut mesurer. Donc cette activité, c'est la sortie. Et entre deux, vous avez la connectivité. Donc ici, la connectivité est très simple. Donc chaque réseau envoie son information globalement à une espèce de point central qui calcule l'activité totale et qui la renvoie chez chacun. Donc chacun envoie ça. Donc c'est un réseau élémentaire où tout le monde est connecté en haut, et le haut envoie l'information, et l'information est traitée de façon différentielle par chacun des neurones. Donc c'est le plus simple qu'on puisse imaginer. Et donc la connectivité, grosso modo, où est-ce que c'est écrit? Ça va être écrit quelque part. La connectivité, c'est ici, vous pouvez le voir comme ça. Donc chaque réseau ici à W fixé est un réseau qui préserve la masse. Et donc CW, c'est le nombre d'éléments qui ont le poids W. Donc si un poids W est important, vous avez envie de mettre beaucoup de poids, CW grand, sur ce réseau. Si un poids ne sert à rien, vous avez envie de le diminuer et d'aller mettre votre énergie sur les réseaux, sur les activités qui marchent. Alors, comment changer la connectivité des réseaux? Donc, on introduit un terme ici qui fait un shift entre les valeurs W. C'est-à-dire que vous pouvez allouer une partie des neurones sur une autre partie parce qu'elle est plus utile. Et donc, quand vous faites ça, il faut dire comment vous le faites. Eh bien, donc c'est le phi qui le fait, qui est donc la règle d'apprentissage. Donc avec le phi, vous apprenez à votre réseau de ressembler à quelque chose. Donc la règle d'apprentissage la plus classique, la règle hébbienne, c'est simplement de dire si le réseau spike en même temps que les autres, il est favorisé. Donc si le produit ici est grand, on favorise ces W, donc on va augmenter ce poids W. Si au contraire, il ne spike pas au bon moment, ce produit va être petit, et du coup, on n'a pas besoin on va plutôt le diminuer. Donc c'est ça un point de vue simple là-dessus. Voilà, et donc à partir de ça, on peut se poser plein de questions intéressantes. Par exemple, si je me donne une connectivité, est-ce que je peux vraiment distinguer tous les signaux? Est-ce que l'application qui est à l'entrée donne la sortie, est-ce qu'elle est one-to-one? Est-ce qu'elle est bijective? Est-ce que je peux distinguer, si je ne sais pas faire ça, est-ce que je peux distinguer de signaux différents ou pas? Maintenant, comment est-ce que la connectivité est reliée à l'apprentissage? Si j'apprends une règle phi, qu'est-ce que va me donner le CW? Est-ce que je peux trouver tous les CW? Et si j'ai appris un signal, maintenant, donc, si je me donne un signal IW, que grâce à cette équation, j'apprends une connectivité, et que je dis, maintenant, je fixe la connectivité, est-ce que je peux distinguer une autre image? J'apprends une image,
Est-ce qu'une autre, je vais pouvoir la distinguer avec ce système-là? Alors voilà, donc pour donner une réponse rapide, donc il y a des théorèmes, on a fait des théorèmes très compliqués là-dessus, très techniques, mais c'est peut-être le plus simple, c'est peut-être de le montrer sur un exemple. Donc voilà un exemple où on se donne comme entrée, donc W est ici sur R, on se donne en entrée une gaussienne, on apprend avec cette gaussienne une connectivité, voilà la connectivité C de W qui est appris avec cette gaussienne I de W, et voilà la sortie N de W qui est générée par le réseau Integrated Fire. Ça devrait être plat, ici c'est des artefacts numériques, toujours pas compris pourquoi ça marchait si mal. Donc ça crée ce signal-là. Si j'introduis maintenant avec cette connectivité que j'ai appris sur ce signal, si j'entre une double gaussienne, eh bien je suis effectivement capable de voir que ce n'est pas le bon puisque ma sortie n'est pas la même. Donc il est bien... bon, ça c'est un théorème, hein, qu'on a des conditions assez générales pour dire qu'il y a effectivement capacité de discrimination, c'est-à-dire d'injectivité en termes mathématiques. Donc voilà, donc, signal d'entrée, connectivité, signal de sortie. Si vous faites le contraire, si vous apprenez la double gaussienne, votre connectivité est très différente, elle est comme ça. Le signal de sortie, pour une raison que je ne comprends pas, est à peu près le même. Mais si maintenant, dans cette connectivité, je vous donne comme entrée la simple gaussienne, eh bien la sortie sera totalement différente de ce que vous aviez ici. Donc le système, une fois qu'il a appris, est effectivement capable de distinguer les sorties. Voilà, donc j'ai essayé de vous convaincre que le thème des neurosciences, il y avait plein d'équations des partiels marrantes dedans. Il y a des questions qui sont ouvertes, en particulier autour de alors, donc ça, il y a eu pas mal de travaux depuis, excusez-moi, c'est un exposé que je fais depuis quelques années, et donc ça a pas mal progressé récemment. Les questions de convergence dans le cas inhibitaire sont toujours ouvertes, et des modèles de dérivation de Leaf sont toujours actifs. Voici mes co-auteurs avec qui on a monté tout ça, Maria Caceres à Grenade, José Carrillo Imperial College, Didier Smith chez nous, Delphine Sellor qui est ici, Kacher Pagdaman à l'Institut Jacques Monod et Gilles Van Riep qui était à l'ENS et qui a maintenant monté une start-up. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.